Il s'agit d'un dossier qu'on a reçu au cours d'une vacation de l'IRM. Pardon. C'est un enfant de sexe masculin âgé de 6 ans sans antécédents personnels ou familiaux. Il n'y a pas de notion de consanguinité qui présente une hémiplégie d'installation progressive, tout d'abord à droite puis à gauche. Le bilan biologique standard ne montre pas d'anomalie et une IRM cérébrale a été demandée. Donc voici son IRM. Donc, c'est une IRM cérébrale qui montre des anomalies de signal. Je fais pour... Merci. Donc, elle montre des anomalies de signal intéressant les noyaux lenticulaires et le noyau codé bilatéral et symétrique, ainsi que les noyaux au niveau de mésencéphale. Il est en hypersignal flair, hypersignal T2, hyposignal T1. Il n'y a pas de restriction de la diffusion. La spectroscopie a été réalisée. Elle a montré un pic de choline avec un aspect dédoublé des lactates. Pardon, ça... Chut. Donc, la question qui va se poser, on est devant des anomalies de signal intéressant les noyaux gris centraux. Tout d'abord, un petit rappel anatomique. Les noyaux gris centraux constituent une structure profonde sous-corticale. Ils regroupent les noyaux codés, les noyaux lenticulaires, le thalamus, les noyaux sous-thalamiques, la substance noire, le noyau rouge et les amygdales temporales. Tout d'abord, le noyau codé, il a la forme en fer à cheval. Il s'enroule autour du thalamus. Il comprend une tête, une queue et un corps, qu'on voit ici. Le noyau lenticulaire est constitué, c'est une pyramide à sommet interne. Il est situé entre la capsule interne et la capsule externe. Il comprend le putamen et le pallidum. Le striatum, c'est l'association du noyau codé et du putamen. Ils ont une même origine embryologique et une même unité fonctionnelle. Le thalamus, c'est le plus grand noyau c'est le plus volumineux des noyaux gris centraux. Il a une forme ovalaire. Il est situé de part et d'autre du troisième ventricule. Il est limité latéralement par la capsule interne et il comporte plusieurs noyaux. Les noyaux sous-thalamiques, sous forme de lentilles biconvexes, ils sont situés dans la partie postérolatérale de la région sous-thalamique, au-dessus, de la substance noire. La substance noire ou le locus niger, il est situé entre le tegmentum et les pédoncules cérébraux. Il présente des pigments mélaniques. On lui distingue deux parties. La partie compacte ou pars compata qui contient des neurones dopaminergiques et la partie réticulaire ou pars réticulatant. Il a un intérêt dans la maladie de Parkinson. Cette pars compacta, elle est atteinte et on aura une dégénérescence à ce niveau. Et sur l'IRM, on a le signe de la queue de l'hirondelle, qui est spécifique dans la maladie de Parkinson. Le noyau rouge, donc il est situé à ce niveau. Il a une couleur rougeâtre en raison de sa riche vascularisation. Donc notre question va se dérouler sous forme d'une arbre décisionnel. Comment on va raisonner devant des anomalies de signal des noyaux gris centraux? Il y a plusieurs méthodes de raisonnement. Soit on raisonne par tranche d'âge, soit on peut raisonner en fonction de la localisation topographique de certaines étiologies ou en fonction des étiologies. J'ai choisi de raisonner en fonction des grandes étiologies, notamment les causes tumorales, les causes métaboliques, infectieuses, toxiques, vasculaires, les maladies mitochondriales et les causes dégénératives. On peut
D'emblée, éliminer les causes tumorales, car dans les causes tumorales qui touchent les noyaux gris centraux, on a les gliomes thalamiques. L'aspect de gliome thalamique donne un aspect en aile de papillon, et on n'a pas d'atteinte, dans notre cas, on n'a pas d'atteinte du noyau thalamique. Donc, on peut d'emblée éliminer les causes tumorales, même si c'est la hantise du praticien. En ce qui concerne les causes infectieuses, comme la toxoplasmose ou la cryptococcose, on n'a pas de contexte infectieux, donc on peut écarter toutes les causes infectieuses. En ce qui concerne les causes vasculaires, on retrouve les thrombophlébites cérébrales, les AVC thalamiques et le cas d'asile, qui est l'apanage du sujet âgé. La thrombophlébite cérébrale, on n'a pas de contexte de thrombophlébite cérébrale, donc on peut éliminer les causes vasculaires. En ce qui concerne les causes dégénératives, la maladie de Parkinson, elle est propre au sujet âgé, et la maladie de Farr, sur l'aspect radiologique, on n'a pas de calcification. On va garder la maladie de Alveron-Spaz. Donc, on va garder toujours les maladies métaboliques, pas toutes, mais certaines maladies métaboliques on va détailler, les causes toxiques, les intoxications au CO qui sont fréquentes chez l'enfant et les maladies mitochondriales. Commençons par les causes toxiques et métaboliques. Tout d'abord, l'ictère nucléaire. C'est la première cause d'encéphalopathie évitable. Il survient à J2 et à J5 de vie. Les signes cliniques sont une hypertonie axiale, des troubles d'oculomotricité ou des crises qui peuvent aller jusqu'à des crises convulsives. En imagerie, la topographie de l'atteinte, elle prédomine au niveau du noyau pallidum et peut toucher les autres noyaux. Sur l'IRM, à la phase aiguë, on aura un hypersignal T1 et en phase chronique, on aura un hypersignal T2. Là, c'est un cas du service d'une fille de 2 ans qui consulte pour un retard psychomoteur et elle avait dans ses antécédents notion d'ictère nucléaire à la naissance. On retrouve des anomalies de signal bilatéral et symétrique du globus pallidus en hypersignal T2 et flair. Il n'y a pas de restriction de la diffusion. Donc, ces anomalies de signal ont été mises sous le compte d'un ictère nucléaire. Donc, en comparaison avec notre cas, l'âge de survenue des anomalies dans donc comme on a dit pour l'ictère nucléaire, il survient très tôt à la naissance et on n'a pas des antécédents cliniques ou biologiques qui sont en faveur du diagnostic. Donc, ce diagnostic, il peut être éliminé. Toujours dans les causes toxiques, il y a l'intoxication au CO. C'est une atteinte très fréquente dans les dans l'atteinte des noyaux gris centraux. Elle peut survenir à tout âge et les secondaires elle survient suite à des accidents domestiques. L'intoxication au CO donne des lésions de nécrose hémorragique et sur le plan clinique, on aura des céphalées qui sont rebelles, des nausées, vomissements et des troubles de conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Donc, en imagerie, on retrouve un hypersignal flair du noyau pallidum qui est bilatéral et qui est spécifique, où elle peut toucher les autres noyaux, elle peut toucher le cortex fronto-pariétal, le centre semi-ovale ou les hippocampes. L'atteinte de la substance blanche, elle a une valeur pronostique. Là, c'est un autre cas du service. C'est un patient de 13 ans qui a été victime d'une intoxication sévère au CO et on recherche des séquelles. On retrouve un discret hypersignal T2 flair du globus pallidus qui est plus marqué à gauche. Donc, toujours en comparaison avec notre cas, il n'y a pas de contexte d'intoxication au CO chez notre patient. Il y a une atteinte dans l'intoxication, il y a une atteinte élective du pallidum. Et on n'a pas d'atteinte mésencéphalique comme on l'a dans notre cas. Donc, on peut éliminer ce diagnostic. En ce qui concerne la maladie de Wilson, c'est une maladie autosomique récessive qui est liée à un trouble du métabolisme du cuivre. Elle touche l'adulte jeune. Sur le plan clinique, elle se manifeste par des mouvements anormaux, des troubles psychiatriques et l'examen ophtalmo révèle des dépôts verdâtres au niveau de la cornée. En imagerie,
On a une atteinte bilatérale et symétrique des noyaux gris centraux, notamment le putamen, le pallidum, le noyau codé et le thalamus. L'atteinte mésencéphalique est du pons et surtout l'atteinte mésencéphalique, elle est très évocatrice. On a le signe du panda qu'on retrouve ici. Là, c'est un autre cas du service. C'est une patiente de 15 ans qui est suivie depuis 5 mois pour maladie de Wilson dans sa forme neurologique. Elle a été admise pour aggravation de son état neurologique avec apparition d'une dysarthrie. On a réalisé chez elle une IRM qui a objectivé des anomalies de signal au niveau des noyaux lenticulaires associées à une atteinte du tronc cérébral au niveau mésencéphalique et pontique. Donc, ces anomalies rentrent dans le cadre de sa maladie de Wilson, même si on n'a pas le signe de pendant, mais en regroupant tous ces lésions, on peut évoquer le diagnostic de maladie de Wilson. En comparaison avec notre cas, donc il y a l'atteinte des noyaux gris centraux comme on retrouve chez notre patient, il y a l'atteinte du tronc cérébral, mais on n'a pas le signe de pendant et on n'a pas de notion de trouble de métabolisme en cuivre dans le bilan biologique qui a été réalisé. Donc, il peut être écarté ce diagnostic. Dans les causes héréditaires et dégénératives, il y a la maladie de Haller-Van-Den-Spatz. C'est une atteinte autosomique récessive qui touche l'enfant et l'adulte jeune et se manifeste par une dyskinésie, dysarthrie et une détérioration progressive des fonctions supérieures. Sur l'IRM, on a une atteinte bipalidale qui est caractéristique. On a un hyposignal périphérique centré par un hypersignal, donnant l'aspect en œil de l'œil de tigre. Donc, si on compare avec notre cas, l'aspect radiologique n'est pas compatible et les signes cliniques, le tableau que présente notre patient, il est différent de celui qu'on retrouve dans cette maladie. Donc, elle peut être écartée. Passons aux maladies mitochondriales. On retrouve le syndrome de Legg. C'est une maladie autosomique récessive qui est liée à un trouble du métabolisme de pyruvate entraînant une acidose lactique. Elle touche l'enfant de sexe masculin. Sur le plan histologique, on aura des lésions démyélinisantes et nécrosantes et cliniquement, il se manifeste par un retard psychomoteur, ataxie ou convulsion. Sur l'IRM, on retrouve une atteinte des noyaux gris centraux, notamment le putamen, le noyau codé et le pallidum, la région périaqueductale et le tegmentum ainsi que la substance noire. Le profil spectroscopique montre une chute des NAA et une élévation des lactates. Donc, si on compare avec notre cas, on a les éléments qui sont en faveur, c'est l'âge de survenue, le sexe, l'aspect radiologique et le profil sur la spectroscopie. On a l'aspect qui est dédoublé de la. Donc, le diagnostic qu'on a retenu, c'est le syndrome de Legg. Donc, il s'agit d'une encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë. C'est une cytopathie mitochondriale infantile de transmission génétique variable. Elle peut être liée soit à l'ADN nucléaire ou ou l'ADN mitochondrial. Donc, sur le plan, le diagnostic, il est basé. Pardon. Le diagnostic, il est basé sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et surtout l'imagerie qui montre un hypersignal T2 des noyaux gris centraux, une atteinte du tronc cérébral. Il peut toucher la substance blanche sustentorielle et le cervelet. La diffusion, elle est surtout elle montre le caractère aigu des lésions. En spectroscopie, on a une chute des de NAA et une élévation des lactates. Merci. Ramadan Karim.